comment vous le voyez, les défis déjà autour de ce nouveau pouvoir? Bon, déjà, je partage le sentiment de mes co-débatteurs, c'est-à-dire qu'il y a un déficit démocratique. Le Bénin a reculé sur le plan démocratique. Autant Talon à moderniser le Bénin par des infrastructures modernes, etc. On a vu les marchés, les autoroutes, les routes, etc. Autant sur le plan démocratique, il y a un déficit parce que je vous souviendrai quand même, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que le Bénin a eu une conférence nationale souveraine. Et c'est l'un des rares pays qui a eu une conférence nationale souveraine. Moi, mon pays, le Gabon, a eu une conférence nationale, mais n'était pas souveraine. Parce qu'une conférence souveraine, c'est une conférence où les décisions qui sont prises sont exécutoires. Et le Bénin est l'un des rares pays qui a eu à le faire en Afrique, c'est-à-dire une conférence qui arrive à avoir des décisions qui ont été directement exécutoires. Donc, on a vu Kérékou se retirer, qui n'a pas empilé, ce qui a été très rare dans les autres pays. Et l'émergence de Nice Force Glo, qui a fait 10 ans au pouvoir, non, qui a fait 5 ans autant pour moi. On a vu un retour triomphal de Kérékou, qui a fait 10 ans. Après, il y a eu Yaé Boni qui est venu, qui a fait 10 ans. Et enfin, le président Talon qui vient de faire 10 ans. Donc, c'est vous dire quand même que le Bénin, en termes d'alternance politique, ils sont au même niveau que le Sénégal. Il y a une alternance qui est systématique. Maintenant, il ne faut pas confondre l'alternance politique et la démocratie. C'est deux choses complètement nuancées. D'accord. Une alternance, déjà, c'est bien parce que ça permet quand même d'émanciper le pays. Mais en termes de démocratie, un pays qui était quand même déjà arrivé à un certain niveau, qui était cité en exemple, à travers la modification de la Constitution, tout ce qui s'est passé pour éliminer des véritables opposants et servir de boulevard à son dauphin, son dauphin, pardon, j'ai dit même dauphin. Et donc c'est quelque chose quand même que mes prédécesseurs ont condamné, que moi aussi je condamne, ce qui n'est pas une très bonne chose. Ça fait que le Bénin aujourd'hui a un recul démocratique. D'accord. Donc je tenais quand même à partager et refaire un peu l'histoire du Bénin, qui est un tout petit pays, c'est 114 km² et avec une population 114 000. 114 000 autant pour moi, km², 114 675 km², avec une population de 12 et quelques millions d'habitants, dont le Gabon est plus de 2,5 fois plus grand que le Bénin. Donc en superficie, et c'est un pays qui est frontalier avec des pays stratégiques qui sont au nord, avec le Niger, avec le Burkina Faso, au sud et à l'est avec le Togo et le Nigeria. Donc c'est un pays qui a un très grand port, un pôle économique à travers son port et tout ça. C'était quand même important pour moi de resituer un peu le Bénin, mettre l'église au centre du village, comme dit, présenter d'abord le pays, présenter les opportunités et présenter le déficit démocratique qu'il y a eu à travers Talon, c'est-à-dire qu'il est hérité d'un pays démocratique où il n'y avait pas, même si c'est la tendance aussi aujourd'hui, parce qu'on a vu que la plupart des élections dans les pays francophones qui se sont passées, 90% des pays ont manipulé la Constitution en éliminant directement les challengers qui pouvaient faire ombrage ou barrage à leur émancipation. Maintenant, lui ayant accédé au pouvoir, on constate qu'il a une rupture totale avec le pouvoir de Talon, ce qui est une surprise, déjà par la constitution du gouvernement, par les objectifs qu'il s'est assignés. J'ai essayé de faire des notes. Au niveau des priorités stratégiques vis-à-vis du dernier gouvernement, on a en numéro 1 le changement des leadership au sommet de l'État. En 2, on a le rattachement direct de la sécurité à la présidence. En 3, on a l'éclatement du pôle économique et financier. En 4, on a la priorité à l'intelligence artificielle et numérique. Et enfin, en 5, on a le retour de la communication et du renouvellement des visages. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que aujourd'hui, sous le nouveau président, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense sont directement rattachés à la présidence. Donc, ce sont des ministres délégués
qui dépendent directement du président de la République. Parce qu'il a prôné le problème sécuritaire. Vous savez que là, il y a eu encore des attaques au Bénin. Là, en avril, en mars, il y en a eu. En mai, avril et mars, il y a eu des attaques. Donc, il essaie de renforcer. Donc, il a créé ce ministère. On a vu que lors de son installation, il a invité les pays du Sahel pour essayer d'apaiser la tension au niveau de ses voisins qui régnaient. Et après, il a reçu le premier ministre du Niger avec qui il a eu des échanges, etc. Il a créé un grand pôle économique avec un ministre d'État qui a autour de lui 3 ministres délégués. Donc, on a le ministre délégué aux finances et à la fonction publique. On a le ministre délégué qui est en charge des PME et du commerce. Et enfin, on a le ministre délégué qui est en charge un peu de tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Donc, vous voyez qu'il a des réformes profondes qu'il a mis. Il a eu un retour au niveau du ministère de la Communication qui n'existait plus, qui est aussi le porte-parole du gouvernement. Donc, quand on regarde la nomenclature, la façon de travailler est complètement différente. Et, point marquant, il n'a pris aucun parti qui les a soutenus, qui a fait la campagne, aucun de ses leaders dans le gouvernement. Et sur les 24 ministres qui ont été nommés par le président de la République, on n'a que 7 anciens. Donc, il a renouvelé complètement la classe politique. Donc, c'est quelqu'un qui a surpris tout le monde, qui va dans la rupture et qui a pris au gouvernement que des technocrates. Maintenant, est-ce que c'est la bonne stratégie? Nous savons que ceux qui l'ont fait avant lui se sont cassés la tête. On l'a vu avec Ali Bongo Gabon, qui a pensé un moment que la gestion d'un pays était comme la gestion d'une société. Il fallait mettre des gens performants, des technocrates et faire du profit, alors que les réalités sont autres. On le voit aujourd'hui avec Olingi Nguema, qui, lors de son passage en tant que président transitoire, a mis beaucoup de gnaques. Et aujourd'hui, on a vu que une fois il a été élu démocratiquement, la politique a repris le dessus sur la rigueur qui était à l'époque, et beaucoup d'autres sont passés par là. Donc moi, je ne suis pas très optimiste par rapport à sa stratégie, parce que la politique joue un rôle, parce que la politique vous donne la légitimité populaire. La politique permet de s'appuyer sur le peuple pour pouvoir mettre en place son projet de société. Mais le fait de prendre des technocrates qui vont venir appliquer les instructions des institutions de Bretton Woods, on sait ce que sont les institutions de Bretton Woods. Eux, ils sont là pour leur profit, pour le profit de leur population. Je crois qu'il va y avoir des divergences entre la base et l'élite, parce que c'est quelqu'un qui a eu une vie tranquille. Il a eu un père qui était plutôt bien nanti. Il a été major en France, dans les instituts de finance. Il a été à Harvard, donc très brillant économiste, et il a été coopté par Talon. Il a fait 10 ans au ministère de l'économie. Sans oublier qu'il est passé par Deloitte en RDC. D'accord, par Deloitte aux États-Unis, qu'il a affecté en RDC. Donc il était dans les cabinets, etc. Donc c'est quelqu'un qui a eu toujours un parcours très brillant. Mais là, on parle de rationalité. Et la politique, ce n'est pas la rationalité. Donc je pense que son casting, je ne le partage pas trop. Et je vois là qu'il y a des frictions déjà entre son mentor et lui. Parce que en entrée comme ça, des divergences de vision politique, souvent, ça ne paye pas. D'accord. En tout cas, on